Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent et c'est sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Vous le savez, mes chers auditeurs, j'aime à valoriser les métiers à travers ceux qui portent haut les valeurs de l'excellence et du chemin qu'elle exige, qu'ils soient stars, grands patrons ou artisans par exemple. Et ce soir, j'avais envie de vous proposer une spéciale savoir-faire et transmission parce que l'exception française existe, et ce, quoi qu'on en dise. L'excellence n'a plus de secret pour lui. D'ailleurs, certains le nomment le roi de la découpe et d'autres le boucher des stars. Une chose est sûre, c'est que sa viande n'a d'égal que le plaisir de nos palais et que sa voix est portée haute par son ton et son engagement. C'est l'excellent boucher Hugo Desnoyers qui est là pour vous ce soir sur Sud Radio. Bonsoir Hugo. Qui n'a pas porté de marinière Saint-James et non Saint-James, hein, détrompez-vous les copains. La mise en avant du savoir-faire à la française, c'est en partie à travers la qualité de son héritage qu'on peut la déceler, et la transmission, c'est un maître mot pour cette entreprise du patrimoine vivant. Mot porté haut par son dirigeant Luc Le Sénécal, aussi le président de l'Institut National des Métiers d'Art. Vous allez pouvoir le découvrir. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous. Hugo Desnoyers, Luc Le Sénécal, bienvenue à tous les deux. Bonsoir Judith. Bonsoir. Merci bien. N'hésitez pas à rapprocher un petit peu le micro de vous. Voilà. Alors Hugo Desnoyers, on va commencer par vous. Vous fêtez cette année vos 30 ans de métier. Hein, et puis 20 ans de boucherie parisienne. Ah ouais, un peu plus. Combien? 35 et 25 de patronat, ouais. Et alors ça fait donc 55 ans en tout, hein, et oui, je sais compter, chers auditeurs. Alors vous êtes devenu boucher par hasard. Oui. Finalement, j'étais sorti du collège, j'arrive au lycée, puis j'ai tout de suite vu que c'était pas pour moi. Ouais, vous l'avez abandonné assez rapidement. Ah ouais, très, très vous êtes essayé à pas mal de trucs d'ailleurs, des petits boulots. Mon père connaissait quelques personnes à Laval, il m'a fait faire mécanicien, enfin des trucs à la con, on va dire, pour moi, attention. Et puis du coup, il vous a mis en formation, après ça marchait pas, rien ne fonctionnait. Non, il m'a dit un jour, tiens mon boucher, mon boucher va me prendre 8 jours. Monsieur Drouot. Monsieur Drouot, à Laval, ouais. Et alors ça, c'est la révélation pour vous? Complète, ça a été le toucher de la matière noble. J'ai envie de dire que le hasard n'existe pas, Hugo Desnoyers, finalement. Le hasard est un destin qui s'ignore, vous le savez tous. Il vous a révélé votre vocation, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a interpellé le plus dans le métier dès le départ, finalement? La relation humaine, très forte. Et puis, je répète, le toucher de cette manière noble qui m'a vraiment touché, quoi. Ouais. Ça, c'est une raison objective, en fait. Hein. C'est le rapport à la matière. C'est toujours quoi. avec un réel plaisir au quotidien que j'ai encore ce plaisir-là. D'accord. Mais ça, c'est très important dans votre métier. Je suppose qu'il faut être passionné. Il faut être passionné, ça prouve qu'il y a encore cette envie. Et ça, c'est important. Alors, vous avez été formé à la dure. Hein. C'était pas simple d'être apprenti boucher à vos débuts. Et puis, ça l'est toujours pas, mais je pense que ça l'était encore moins quand vous avez commencé. Ouais, mais à la dure, quelque part à l'ancienne école, moi, je m'en plains pas, puisque... ça a fait de l'expérience et puis ça a fait ce que je suis devenu aussi. Ouais. Et finalement, votre plus grand rêve, c'est devenu, au fur et à mesure du temps, de devenir votre propre patron. Hein. Ouais, mais ça, mes patrons d'apprentissage me l'avaient dit dès le début. Ils l'ont assez rapidement décelé. Et puis, mon vrai rêve, c'était de faire de la naissance à l'assiette. D'accord. Donc, rêve réalisé. Alors, vous avez deux boucheries. Vous avez la rue Boulard dans le 14e, vous avez la rue du Docteur Blanche dans le 16e. Et vous venez d'ouvrir une nouvelle enseigne dans le 17e. Hein. Une petite échoppe, on appelle ça le sans cisterne, Hugo. Ouais. Et épicerie fine, vin, une belle cave et bien sûr nos viandes sous vide. D'accord. Et on peut toujours venir déguster là-bas comme on peut rue du Docteur Blanche? Alors, Gilles, Docteur Blanche, on a une vraie cuisine, un cuisinier, voilà, on fait des côtes de bœuf et tout ça. Là-bas, c'est plus un peu tapas, un peu léger, tu vois. Bon, on peut vous découvrir un peu dans tout Paris, quoi. Et alors, Hugo Desnoyers, vous fournissez les grands chefs et restaurants étoilés. Vous avez Pierre Gagnère, vous avez l'Astrance, l'Ambroisie, le Bristol ou encore le Palais de l'Élysée. Et puis alors, il y a le tout premier d'entre eux, celui qui vous a fait confiance, c'est Manuel Martinez, le chef 2 étoiles qui a officié entre autres à la Tour d'Argent et qui est maintenant au relais Louis XIII. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Parce que je sais qu'il est très dur dans le choix de ses fournisseurs, justement. C'est grâce à lui, je le remercierai jamais assez. Je l'avais mis dans un de mes bouquins, du reste, parce que à l'époque, j'étais ouvert du lundi matin au samedi soir, et puis le lundi, je le reconnais dans la queue, dans mon échoppe. Et je lui ai dit, comme il y avait beaucoup de monde, lui, chef, vous avez dans le frigo, vous débrouillez, vous prenez ce que vous voulez, puis on verra ça après. Ah ouais. Et ça a commencé, l'histoire a commencé comme ça. C'est une amitié qui a commencé comme ça, en fait. Ouais, aussi, et puis ça a été très très vite su dans ce qu'on appelle radio cuisine, quoi. Donc tous les grands chefs sont venus à nous rapidement. Bouche à oreille, ça va vite. Ah ouais. Alors j'ai noté une évolution dans les discours depuis plusieurs années. Avant, on parlait beaucoup des chefs. On parle beaucoup plus des fournisseurs aujourd'hui. L'apanage d'une grande cuisine, c'est bien le produit, on est d'accord, Hugo Desnoyers, quand même. Pour moi, oui. Sans un bon produit, on peut rien faire, c'est sûr. Après, je pense aussi que les grands chefs ont été énormément médiatisés. Et avec vous, les médias, vous avez aussi voulu passer
ce qu'il y avait en amont, et puis avoir d'autres sujets. Oui, aussi, c'est sûr que ça fait du contenu. Au bon moment. D'accord. Alors Hugo Desnoyers, on l'a dit, c'est la qualité de votre viande et aussi bien sûr votre forte personnalité qui sont votre signature, mais vous avez eu quelques bonnes fées sur votre chemin, dont une n'est pas la moindre, qu'on connaît bien ici, puisqu'elle chroniquait lors de la première saison de cet excellent sur Sud Radio, c'est la grande communicante Valérie Solvy. Exact. Et alors cette faiseuse de roi, si vous me permettez l'expression, elle a donné ses lettres de noblesse à votre métier, puis elle vous a pas mal aidé quand même. Ouais. Et alors elle dit de vous, je la cite, la viande d'Hugo est soigneuse et précieuse, et sa viande de veau est la meilleure du monde. Est-ce qu'il faut avoir le sens du meilleur pour devenir excellent finalement, Hugo Desnoyers? C'est une bonne question. Je répète, ça va être du répétitif, mais faut se lever le matin avec la passion et l'envie. D'accord. Et avec ça, tout va bien. Et comment on trouve le meilleur? On le cherche, quoi. C'est un long travail de recherche, quand même. J'ai des facilités, visiblement, plus que d'autres, qui ont fait que je suis intransigeant sur la qualité de mes produits. Donc le fournisseur, il est primordial pour vous aussi. Il est grave. Il s'en est pris une ce matin, d'ailleurs. Alors Luc Le Sénécal, je le rappelle pour mes auditeurs, vous êtes à la tête des Tricots Saint-James, également présidente de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, qui va devenir bientôt l'Agence Française des Métiers d'Art et du Patrimoine Vivant. Autant dire que le savoir-faire, ça vous parle. Et alors chez vous aussi, chez Saint-James, les fournisseurs sont importants et même essentiels. Très importants. Oui, parce que le point commun, c'est avant tout chez nous, c'est un savoir-faire humain. Donc en écoutant Hugo et sa passion, vous retrouvez là-dedans, on a même si nous on travaille sur le textile, mais chaque métier chez nous, pour faire un pull marin, il est passé entre 18 mains. C'est 18 savoir-faire. D'accord. Et chaque savoir-faire, c'est 18 mois de formation. D'accord. Donc c'est aussi une forme de passion. C'est une école de la patience aussi. C'est l'école de la patience, de la passion. De la passion. Et puis j'ai beaucoup aimé ce que vous dites, Hugo, c'est la matière. Oui. Alors nous, c'est la laine, c'est le coton, mais voilà. Et je faisais un parallélisme parce que j'ai eu une carrière dans l'agroalimentaire, dans les produits laitiers à Isigny, et j'ai côtoyé des grands fromagers comme Marie Quatrehomme, et qui est un peu de votre génération, qui vous avez apporté une différence. Vous apportez une différence sur l'approche. Vous, c'est la boucherie. On l'a vu chez la nouvelle génération de fromagers, parce que vous le disiez tout justement. Avant, c'est Bocuse qui a été mis, un des premiers qui a été mis en avant en tant que chef. Je le remercie. Et maintenant, toujours, on va dans la cuisine, quoi. Et on fait des bons plateaux de fromage avec des bons fromages, et je pense qu'on fait les meilleures viandes avec les meilleurs bouchers. Voilà. Bravo. C'est une cuisine de faire un beau pull aussi, un bon pull qui va durer et qui va réchauffer les marins, par exemple, Luc Le Sénécal. Oui, c'est l'origine des Tricots Saint-James. C'était un vêtement de protection. C'est ça. Protection contre le froid. Ouais. Donc, un des savoir-faire de Saint-James, c'est d'avoir tricoté bien avant tout le monde, une maille très serrée. C'est ça, il y a une particularité. On dit souvent que le pull est quasi imperméable. Voilà. Et on vient, du milieu maritime. C'était un pull créé pour les marins-pêcheurs, puis après pour la marine nous absolument. Et alors, vos fournisseurs de laine, de coton, etc., comment vous les sélectionnez, vous aussi, justement? Alors, justement, nous, on tricote essentiellement des matières naturelles. Donc, je suis un fervent défenseur des filières. Oui. Donc, il y a des filières que l'on peut reconstituer en France, d'autres qu'on ne pourra pas. La laine, on commence. Puisqu'il faut savoir que pour l'instant, 95% de l'origine de la laine en France, elle vient d'Australie, Nouvelle-Zélande. C'est un choix historique qu'avaient fait les Anglais lorsqu'ils étaient partis Et ça, en Australie. Il faut que ça change. Et là, pour la première fois, en décembre dernier, on a tricoté des pulls de laine française. Puisque autant il me paraîtra difficile de faire pousser des champs de coton en France, mais recapitaliser sur un cheptel dédié à la laine pour l'habillement est tout à fait faisable, et c'est ce qu'on commence à faire. C'est la même chose avec le lin. Il faut savoir que la Normandie, par exemple, est le premier producteur mondial de lin. D'accord. Et là, on est en train de reconstituer une filature. Et nous, on est au bout sans jeu de mots, au bout du fil, pour tricoter le lin, et le chanvre, qui est une culture aussi sur laquelle on travaille pour refaire des vêtements. Et au même titre qu'Hugo Desnoyers ici présent, je suppose que les bêtes que vous sélectionnez, pour la laine, sont des bêtes qui sont extrêmement bien traitées aussi. Oui. On va jusqu'à faire des audits en Australie. Et surtout la traçabilité. On peut remonter. Mon rêve, on n'y arrive pas encore, mais c'est le rêve de Saint-James. C'est la traçabilité, c'est de remonter, de connaître. J'ai dit à notre nouveau directeur qualité qui vient d'arriver chez nous, je lui ai dit, il faut que tu connaisses
le prénom des bergers, jusqu'à l'utilisation, entre guillemets, des déchets de laine. Ouais, donc on en fait des panneaux isolants, phoniques et puis thermiques. Et bien moi j'aimerais bien savoir le nom des habitants qui ont utilisé ces panneaux pour construire leur maison. Voilà. C'est excellent tout ça. Merci pour ces bons mots à tous les deux. On continue tout de suite. C'est une spéciale savoir-faire à la française sur Sud Radio avec le boucher qui parle à l'oreille des grands, Hugo Desnoyers, le patron des tricots Saint-James, chevalier de l'excellence française. Restez là, nous on revient. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent et c'est une spéciale savoir-faire ce soir pour vous les amis. Si vous nous rejoignez, vous en avez raté un peu, mais il en reste beaucoup, pas de problème. Avec moi et pour vous en studio, l'as des bouchers, Hugo Desnoyers, le patron des métiers d'art et président des tricots Saint-James, Luc Le Sénécal. Alors Hugo Desnoyers, je vais citer à nouveau Valérie Solvier, dont nous parlions à l'instant, et qui dit de vous aussi. Pas mal, vous allez voir. La découpe à la française, c'est aussi extraordinaire que la haute joaillerie tricolore, et la découpe de Hugo, c'est de la haute couture. Ouais, c'est un énorme compliment. Savoir découper, surtout venant d'elle. Ouais. Justement, savoir découper, c'est aussi important qu'une bonne viande en fait. Bien sûr, ça la rend encore meilleure. Alors, j'irai pas à dire jusque ça. J'irai pas à dire jusque là parce que une bonne viande, même si elle est mal découpée entre guillemets, elle va être toujours aussi bonne. Quand même, ouais. Après, oui, c'est un art dans le sens où ça se maîtrise, dans le sens où ça s'apprend. J'estime. J'étais patron, j'avais pas fini pour moi personnellement, j'avais pas fini mon apprentissage de mon métier. J'ai dû mettre une bonne quinzaine d'années. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose. Et là, vous êtes au top maintenant? Si, vous pouvez le dire quand même. Ouais, non, je maîtrise. Vous avez travaillé, quoi. Je maîtrise mon travail, ça c'est sûr. Ouais. Mais... Et est-ce qu'il y a vraiment un savoir-faire de la découpe à la française? Oui, il y a un vrai savoir-faire qui est reconnu mondialement et on est les meilleurs au monde. Et qu'est-ce qui change entre, par exemple, la France et l'Australie? Notre éducation, notre histoire. Parce que c'est dans la précision, en fait. Il y a plus de morceaux, en fait. Je pense que... Alors, au départ, c'est les Romains qui nous avaient apporté l'élevage et qui nous ont apporté la boucherie également. Mais sauf que nous, à l'époque, en France, on a commencé à détailler la bête de la tête aux pieds, vraiment de séparer tous les muscles et de les faire ébouillir, et rôtir, et griller. Mais qu'on s'est rendu compte exactement quelle pièce allait à chaque destination. Et c'est peut-être aussi par cette histoire qu'on est devenus les meilleurs aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'en France, on se sert beaucoup des bas morceaux, ce qui n'est pas forcément le cas aussi à l'international? Malheureusement, pas assez. Pas assez, ouais. Il y a un souci avec ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, les gens, ils veulent des choses rapides, des steaks, des... Ils veulent pas faire cuire pendant 8 heures, quoi. Exactement. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, maintenant, on a perdu beaucoup de choses, justement, aussi de notre éducation. Et les week-ends, les dimanches... où il fallait faire mijoter. Bah ouais, puis ça sentait bon à la maison. Et ça le fait plus, ça? Vous avez peu de gens qui vous en achètent des bas morceaux? Si, moi j'ai la chance de pouvoir équilibrer ce qu'on appelle équilibrer mes bêtes, mais... je pense qu'on a perdu, c'est aussi cette nouvelle société de loisirs, de prendre du plaisir autrement. Alors, vous exportez vos viandes à l'international, entre autres à Hong Kong, Bucarest aussi. Est-ce que cette signature de qualité fait rayonner la gastronomie à l'international par volonté délibérée chez vous? C'est un peu l'idée aussi? Non, ça a été toujours les mêmes rencontres et les mêmes chefs qui m'ont demandé, notamment à Hong Kong quand j'ai démarré. Ça a été Gagnère, ça a été Robuchon, Ducasse, bien sûr. Donc c'est toujours à travers le savoir-faire à la française, quoi. C'est toujours à travers les ces produits. Grandes personnes. Et puis c'est surtout les produits que j'envoyais. Donc là-dessus, c'est ce qui marche. Alors, Luc Le Sénécal, je le disais, vous êtes à la tête de l'Institut national des métiers d'art et vous avez dit, je vous cite, le développement économique passe par l'export et l'attractivité du territoire et donc par le tourisme du savoir-faire. Qu'est-ce que vous entendez par là précisément? Qu'est-ce que c'est le tourisme du savoir-faire? Alors, déjà l'export, mon Tricot Saint-James, on exporte 40% de notre activité, ce qui est important. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Exporter, c'est exporter un savoir-faire, exporter une différence. Et une qualité. Donc, dans le domaine textile, la France ne sera jamais compétitif au niveau des prix. Bon, c'est un choix sociétal, on ne va pas débattre là-dessus. Je pense que d'autres le font mieux que moi. Simplement, donc, si on veut exporter, il faut exporter un produit de qualité. Le Made in France ne suffit plus. Il faut que ça soit un produit d'excellence. Et le produit d'excellence vient d'un savoir-faire excellent. Donc pour moi, l'export, pour les ETI, pour les PMI, pour les savoir-faire, c'est un débouché important. C'est pas un hasard si vous avez en France 1400 entreprises du patrimoine vivant, 60% d'entre elles exportent. Donc c'est pas un hasard. Le tourisme de savoir-faire, c'est quelque chose d'essentiel. D'abord, à deux niveaux. Un pour l'export, parce que c'est le meilleur marketing. Quand vous visitez Tricot Saint-James, que vous voyez qu'il a fallu
18 km de fil de laine, 22 km de fil de laine, que le pull est passé entre 18 mains. 22 km de fil de laine pour un pull. Le pull que je porte à 22 km de fil de laine. Et effectivement, il est passé entre 18 mains. Il a fallu 10 jours pour le faire, et qu'il est vendu 139 ou 129 €. Bon, c'est normal, quoi. D'ailleurs, c'est pareil pour vous, Hugo Desnoyers. La votre viande, elle est évidemment plus chère qu'ailleurs, mais c'est parce qu'on vient acheter de la qualité, quoi. Ouais, mais d'un autre côté, alors j'ai la chance de pouvoir être ce qu'on appelle raisonnable dans les bonnes boucheries parisiennes. Je ne suis pas celui qui pète les plombs au niveau des étiquettes. Comme nous, on est raisonnable, on n'est pas dans le luxe, vous auriez on est dans le premium. On est dans le premium. Quand même avec quelque chose d'abordable. Et le but, c'est aussi de toucher tout le monde, finalement, Luc Le Sénécal. Oui, alors pour revenir sur la question du tourisme de savoir-faire, l'autre but, c'est aussi, on a ouvert nos ateliers à la visite, et c'est très important parce que vous avez des ados qui ont 14-15 ans, qui n'osent pas forcément dire à leurs parents qu'ils sont attirés par des métiers plus manuels. Donc ils viennent avec les parents, puis ils voient, finalement, Saint-James, c'est pas si mal. Ça change, elles évoluent les mentalités là-dessus. Et puis la reconversion, on voit beaucoup de... Peut-être c'est l'effet de gens qui étaient dans COVID, la finance, par exemple, et qui à la quarantaine changent d'orientation et viennent découvrir nos métiers. Vous en avez des exemples comme ça, Hugo Desnoyers? Moi, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de Japonais qui viennent chez nous. J'ai un Américain notamment qui a fait le pied de grue devant la boutique pendant 1 an. Ah ouais? Pour se faire former par vous? Tant que je l'ai pas embauché, il revenait, il poirotait. Et qu'est-ce qu'il faisait avant? Je sais plus ce qu'il faisait. Mais il a débarqué en France, quoi, pour apprendre le savoir-faire boucher. Ouais. On adore l'idée. Et il est reparti aux États-Unis, il est bouché. D'accord. À la française, du coup. Mais grave. Ouais. Et beaucoup de Japonais, des chefs japonais en fait de cuisine qui viennent beaucoup chez nous se former. Et vous avez de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à vos métiers, Luc Le Sénécal, aussi? Oui, de plus en plus. On veut relocaliser en France. Oui. La relocalisation se fera par le savoir-faire, c'est le moment. Et surtout dans des entreprises, je prends l'exemple de Saint-James parce que je la connais mieux, mais sur les 1400 entreprises, on peut offrir aussi des plans de carrière. C'est pas parce qu'on s'oriente vers 15-16 ans un métier manuel qu'on peut pas changer plus tard. Ou l'inverse. Oui, je crois que la moitié de l'encadrement chez nous... Vous en êtes un bon exemple d'ailleurs, Luc Le Sénécal, si je peux me permettre. La moitié de l'encadrement chez nous était au début salarié, couturière, et ça n'empêche pas d'évoluer et de devenir patron, pourquoi pas. Donc l'ascenseur social, l'escalier social, l'escalier social, ça marche. Il n'y a plus... Ces métiers... Les barrières ont sauté un petit peu quand même. Oui, les barrières ont sauté. Tant mieux. Oui, tant mieux. Hugo Desnoyers, vous avez des petits apprentis de temps en temps et vous aimez bien embaucher des jeunes qui sortent tout juste de l'apprentissage et que je vous cite, vous débourrez, comme on dit, pour le cheval. Comme on dit pour le cheval, on est une très très bonne maison pour débourrer les jeunes qui sortent d'apprentissage. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, débourrer? Débourrer, c'est que l'avantage qu'il y a dans nos maisons, c'est que comme on a la chance de travailler un gros volume de viande, ils apprennent beaucoup plus vite qu'ailleurs. D'accord. Que dans une petite boucherie de quartier ou une petite boucherie de province. D'accord. Donc c'est un maximum d'informations en très peu de temps. En peu de temps, puis quand tu te retrouves avec 2-3 bêtes la semaine à passer dans tes mains, c'est pas une demi-bête ou voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord l'un comme l'autre finalement que ce label Made in France qui s'exporte à l'international, que ça soit pour vous sur la laine ou par exemple pour Hugo Desnoyers sur la viande, ça rassure en fait les gens aussi. C'est comme un tampon quoi de Alors sérieux. Pour l'agroalimentaire certainement, mais pour la laine aussi, pour les tricots. C'est plus que le Made in France. Moi, c'est au-delà. C'est vraiment le label entreprise du patrimoine vivant. Le PV. Parce que le Made in France, il faut que ça soit bien... Il y a beaucoup aussi d'usurpation du Made in France. Parfois, vous regardez attentivement les vêtements. Parfois, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge, mais vous regardez bien, c'est made ailleurs. Et ça, c'est pas bien. Tandis que le label EPV est un label d'État. Vous avez que 1400 entreprises, donc c'est une reconnaissance par l'État. Donc on peut pas tricher. Il y a des audits. Donc je pense qu'il faut... Et c'est que pour les maîtres d'art, ce label? Non, c'est pour c'est pour les entreprises. C'est un label d'entreprise. Alors souvent il y a des. Est-ce qu'il y a des bouchers qui ont label EPV? Non, pas encore. Non. Mais ça serait intéressant justement de le développer pour ces métiers-là. Parce qu'on est dans le patrimoine vivant, clairement. Oui. Vous avez, par exemple, les établissements, l'hôtel Negresco à Nice est EPV, parce qu'il a fait toute sa restauration avec des artisans. Et puis, ça paraît... mais je pense que Hugo va me comprendre, il y a un service à la française.
au Negresco. C'est une particularité. Exact. Donc, votre savoir-faire, il faut qu'on regarde ça de près. Mais je suis sûr qu'il y a forcément quelque chose à... De mon côté, quand je vois que bien sûr que je fais travailler mes éleveurs, qui sont en grande majorité en Charente-Limousine, voilà, on travaille, c'est pas un circuit court malheureusement, mais on n'a pas d'élevage autour de Paris. Mais c'est vrai que tout est, ça pourrait être, je pense, moi, ça me ferait plaisir. Alors, je suis pas... j'instruis les dossiers, c'est pas moi, il y a une commission, mais dans notre commission, c'est pas un hasard si on a pris Roland Barthélémy de milieu fromager, spécialiste de l'agroalimentaire, qui est capable d'aller auditer, voir... il y a un sujet, effectivement. Il y a un sujet, là. Voilà. Ah ouais, ça me ferait plaisir. Alors, pour continuer un petit peu sur les tricots Saint-James, Luc Le Sénécal, vous aimez les jeunes pousses aussi. Donc, un bon exemple serait votre collaboration constante avec le CIP français. Vous avez aussi fait quelque chose avec Orelsan il y a peu. On imagine que vous transmettez, vous, de votre côté, le patrimoine séculaire et cette volonté, justement, de transmission. Et puis, eux, ils apportent un petit peu le côté contemporain de l'époque. C'est important, ces collaborations. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais pour qu'une collaboration fonctionne, il ne faut pas que ça soit une collaboration marketing. Il faut que les deux parties s'y retrouvent, apportent donc le slip français. C'est une vraie rencontre, quoi. C'est une vraie rencontre. Ils avaient un savoir-faire, notamment sur tous les réseaux Internet, sur leur marketing. Et nous, on est une entreprise avec 132 ans, donc avec un savoir-faire exactement. Après, on fait des collaborations artistitique, comme Orelsan. Donc il y a une origine. Orelsan est normand. Effectivement, lorsque j'ai rejoint le groupe Saint-James en 2012, si on m'avait dit que 8 ans après que j'allais faire une collaboration avec des pulls orange avec Orelsan, mais ces personnes-là ont aussi un savoir-faire. Et puis ça vous permet de mettre un pied dans l'époque. Oui, ou de le garder, en tout cas. De le consolider, en tout cas. Et sinon, on fait d'autres collaborations avec des entreprises EPV. On avait fait avec les Charentaises, qui sont entreprises du patrimoine vivant. Donc la Charentaise rayée via Saint-James, et puis inversement. Mais il faut que ça soit crédible pour le consommateur. Ouais. Et vous, Hugo Desnoyers, pareil, les collabs que vous faites, la viande que vous apportez au chef, c'est comme des collaborations quand même, dans un sens. En tout cas, ça vous permet aussi d'installer votre savoir-faire et de le faire connaître. Moi, je le répète souvent, les chefs, ils viennent pas pour ma tombinette, ils viennent vraiment pour le produit. Donc derrière moi, il y a des éleveurs. Ouais, ils m'aiment bien, mais le garçon est à l'aise, on va dire. Après, voilà, le chef... C'est une chaîne vertueuse quand même chez vous. C'est-à-dire que si l'éleveur, le producteur fait pas son boulot, derrière vous, c'est compliqué. Exactement, exactement. Et ça... Mais l'avantage qu'il y a, c'est que... Alors, Monsieur Sénécal, on n'a pas encore parlé, mais je suis persuadé que tu es dans la même veine que moi. Il y a aussi un côté social très important chez moi qui fait que mes collaborateurs sont très bien payés, mes éleveurs sont très bien payés. Mes éleveurs gagnent leur vie par leur travail. Ce ne sont pas des gens subventionnés, ce ne sont pas des gens aidés par l'État, par exemple. Et ça, c'est hyper important. Très important de valoriser, en fait. Valoriser, déjà, oui, personnellement. Valoriser par l'argent aussi, bien sûr. Et puis, on n'est pas là à toujours demander, dès que l'essence, elle augmente, c'est la faute de l'État, quoi. Non, nous, on bosse. Et oui, le prix de la viande a un coût. Le coût, il paye aussi les semaines de congé à mes employés, leur retraite et leur bon salaire. Et leur 13e mois. Et puis, leur sourire quand ils viennent à la boutique. Et vous, c'est pareil, Luc Le Sénécal ? Oui, c'est pareil. D'autant plus que nous sommes organisés en groupe de travail. C'est-à-dire qu'on tricote les différentes pièces du pull. Et ensuite, ça rentre à l'intérieur d'un groupe qu'on appelle des groupes autonomes, où à l'intérieur du groupe, il y a une dizaine de personnes avec des métiers complémentaires. Par exemple le surjet ou le remaillage. Qu'est-ce que c'est le surjet ? Alors, on va prendre le remaillage, c'est plus simple à expliquer. Le remaillage, c'est la fixation du col du pull au corps du pull, maille par maille. C'est 18 mois aussi de savoir-faire. Donc les gens s'entraident. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et ce qui explique la résistance du pull et l'élasticité. Et pour que tout ça soit très bien fait, il faut que les gens soient heureux au travail aussi. Oui, et on est dans une entreprise comme Saint-James, c'est la qualité qui prime. Bien sûr, le groupe a des primes un petit peu de rendement, mais avant tout à des primes de qualité, et de qualité collective. Donc s'il y en a un qui est un petit peu en retard, ou quelqu'un d'autre peut rattraper son travail, etc. Et c'est ça qui nous... C'est une aventure humaine, quoi. Et dans la formation, on insère un jeune ou une nouvelle personne dans ce groupe. Donc c'est un peu comme vous, c'est la formation, c'est pas l'école, c'est à l'école de la vie, voilà. Et c'est 18 mois de formation aussi pour chaque apprenti qui vient chez nous, mais au corps du groupe. Ça donnerait presque envie, hein.
Ouais, ça donne envie, ouais. Merci à tous les deux, on continue tout de suite. C'est excellent sur Sud Radio, et c'est le cas de le dire, avec notre boucher d'excellence Hugo Desnoyers et le défenseur de notre patrimoine vivant Luc Le Sénégal. On revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Sud Radio, c'est excellent, et vous le savez, c'est la deuxième partie de votre émission avec vous ce soir, et rien que pour vous, mes chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir ce que le savoir-faire à la française fait de mieux, la boucherie haute couture Hugo Desnoyers, et l'ambassadeur et le défenseur de notre patrimoine vivant, patron des tricots Saint-James, Luc Le Sénécal. Alors Luc Le Sénécal, vous êtes président de Saint-James depuis 2013, hein, c'est ça? Oui, absolument. Et alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Saint-James, ça existe, vous l'avez dit, hein, depuis 1889. Oui. Et c'est une entreprise normande qui a 300 employés, qui est spécialisée dans 2 métiers, que vous l'avez dit. La laine, donc tricotage et confection de pulls et vêtements marins. Et le coton, confection de marinières. Et alors, c'est vous, finalement, qui êtes à l'origine de sa nomination et de son installation en tant qu'entreprise du patrimoine vivant, Luc Le Sénécal. Oui, au fait, Saint-James, c'est le nom d'un village. Oui. Et dont l'entreprise a pris l'éponyme, donc il y a 132 ans. Et c'est une entreprise que j'ai rejoint 2012 pour en prendre la présidence 2013. Et avant tout, c'est un travail d'équipe. Hein. On était 6 à prendre. Et j'ai aussi un associé qui est moins médiatique, mais que l'on voit beaucoup et qui, grâce à lui, me permet aussi de développer l'entreprise. Et c'est important de le mentionner. Oui, moi j'ai découvert, j'ai toujours trouvé que l'agroalimentaire avait toujours un temps d'avance. J'ai travaillé 24 ans dans une des meilleures coopératives laitières, Isigny-Sainte-Mère, et j'étais baigné dans les appellations d'origine protégées, les AOC, les AOP, les labels. Et en arrivant dans le domaine textile, j'ai découvert le label Entreprise du patrimoine vivant. Et tout simplement, c'était pile ce qu'on faisait. Donc c'est comme ça que j'ai mis un petit peu... que je me suis intéressé à ce label et on a été labellisé. Donc le label est un label d'État qui est valable 5 ans. Donc on a été labellisé en 2013 ou 2014 et on est relabellisé en 2019, donc pour une période de 5 ans. Bah bravo, c'est excellent. Hein. Alors Luc Le Sénécal, hein, vous le dites, vous avez changé de métier vous aussi. Hein, vous étiez dans une coopérative laitière et vous êtes aujourd'hui dans le textile. C'était quoi l'impulsion de ce changement? Pourquoi? J'ai souvent... La crème d'Isigny et le beurre d'Isigny sont à Isigny ce que sont la marinière et le pull Saint-James. Hein. C'est exactement la même philosophie. C'est des entreprises ancrées dans un terroir. Moi, je suis normand. Isigny est en Normandie, Saint-James est en Normand. On fait des produits. On n'est pas dans le luxe, on est dans le premium. Moi, j'ai travaillé 24 ans. Je suis rentré comme stagiaire à Isigny-Sainte-Mère. J'ai terminé numéro 2, directeur général adjoint. Comme quoi, ça marche, l'ascenseur social. Oui, ça marche. Et bon, je voulais changer d'horizon. Et pourquoi le textile? Parce que je voulais rester en Normandie. Je voulais pas aller à la concurrence, comme on dit, d'Isigny. Et je suis tombé amoureux de l'entreprise. C'était pour valoriser votre région aussi, quoi. Oui, et c'était pour rester dans ma région, oui. Alors justement, vous présidez, on l'a dit, l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, et aussi l'ARSEN, qui est donc l'Association régionale des entreprises des savoir-faire d'excellence normands. Oui. Donc toujours dans cette même idée de valoriser votre région. Est-ce que c'est important de labelliser aujourd'hui pour se faire connaître? Labelliser, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la signature, quoi. Hein. Oui, pourquoi? Parce que quand on a la chance d'exporter, on parlait beaucoup du Japon... où vous êtes très connu. Le japonais a besoin bien sûr de produits de qualité, mais d'être rassuré. Donc un label, c'est important, c'est une signature. Une marque. C'est une marque, voilà. Et moi, je pense que une des carences de la France qui commence à se corriger, c'est quand on va à l'export, les Italiens, les Allemands partent groupés. Nous, en France, on était un petit peu... on est un petit peu tourné sur nous-mêmes, etc. Donc le fait d'avoir ce label-là, je prends l'exemple de la Normandie, de l'Arsène. Là, j'étais à Dubaï la semaine dernière. On était une douzaine d'entreprises normandes, toutes labellisées, dans des domaines différents. Il y avait de l'agroalimentaire, il y avait les... Et vous avez été sélectionné comme ça, finalement, aussi. Voilà, on était sélectionnés. Il y avait les madeleines Jeannette, que tout le monde connaît. C'est aussi un savoir-faire il faudrait la prochaine fois qu'il y ait la boucherie Hugo Desnoyers. Voilà. Alors, justement, est-ce que l'un et l'autre, suite à ces histoires de labels et puis à l'évolution des mentalités d'aujourd'hui, est-ce que l'un et l'autre, vous avez constaté une évolution de l'exigence des clients? Est-ce qu'ils sont plus exigeants qu'avant, Hugo Desnoyers?
Dans notre domaine, ils supportent pas trop le côté tu peux pas te tromper, quoi. Donc obligatoirement, t'es obligé d'être au top et d'avoir une viande de qualité au top. Après, faut pas oublier que moi je suis de la nature vivante. Donc, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On peut avoir le meilleur taureau et faire avec les meilleures vaches, les meilleurs veaux. On va pas forcément obtenir la meilleure viande du monde. Donc c'est jamais évident. C'est connu que vous avez le meilleur veau de la France, grosso modo. C'est ce qu'on a entendu beaucoup, en tout cas. Comment ça se fait? J'ai une main. J'ai une main qui a fait que les veaux, ça a été... Moi qui connaissais rien quand j'avais 15 ans et demi, je suis devenu quelqu'un qui voit à travers les veaux de lait. D'accord. Et ça vous est venu comme ça? Ouais, c'est venu de façon naturelle. La personne qui m'a appris, Jean-Marie Chassin, qui m'a appris à faire les bêtes vivantes, le bœuf, qui a une expérience qui approche des 70 ans, qui est un monsieur qui a beaucoup d'expérience, s'est toujours trompé à mes côtés donc pour trier des veaux. D'accord. C'est incroyable. D'accord. Mais c'est comme ça, t'as quelque chose en toi. Il y a l'inné, il y a l'acquis, quoi. Ouais. Et vous, c'est de l'inné, les veaux, chez vous? Là-dessus, ouais. Luc Le Sénécal, vous avez envie de réagir? Oui, je pense que le consommateur, ou on va dire le nouveau consommateur, quel que soit son âge, est très sensible à... J'aime bien le terme anglais, qui est parfois mal traduit, le terme value, qu'on traduit par valeur. Mais en fait, c'est la valeur intrinsèque. C'est pas... Quand on achète un pull, on achète un pull Saint-James qui est plus cher. Mais après, quand on le garde 5 ans, quand on l'a lavé 10 fois, est-ce qu'à l'usage, il est quand même moins cher qu'un pull acheté dans la fast fashion que vous portez 2 fois? Vous avez payé peut-être 3 fois moins, mais voilà. Et je reviens sur la viande. Enfin, la valeur, c'est quand on a la viande en bouche, on se dit, mais on parle plus prix, tout se dit, tout se dit. Enfin, voilà. Enfin, et on peut dire que, je suis pas philosophiquement, on atterrit. Enfin, personnellement, moi, j'arrive à atterrir carrément dans l'intimité des personnes qui mangent. Exactement. Ça va loin. Oui. Donc, on doit quand même la béquer quelque part. Vous avez un autre point de commun tous les deux, finalement, en fait. Vous parlez d'aller contre ce mouvement de fast fashion et d'acheter des choses qu'on garde longtemps, finalement. Puis quand on va chez Hugo Desnoyers, on achète peut-être moins de viande, mais on consomme mieux. Donc finalement, tous les deux, c'est un cercle vertueux, c'est des actes vertueux pour le mieux de la planète, le mieux de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Le Sénécal? Absolument. Vous faites, vous avez des amis, vous faites un barbecue, un grill, et on a la pièce moi j'appelle ça la pièce du boucher, l'entrecôte ou la côte de bœuf. Mais c'est simple à faire, et c'est vous qui la faites, mais si le produit n'est pas top, c'est une catastrophe. Et là, c'est très convivial. Le partage. Le plaisir est raté, Et vous aussi, alors c'est une volonté claire chez vous, ça, Hugo Desnoyers, le partage, ces mots-là... de consommer moins, en fait, de faire en sorte de proposer plus de la qualité que... C'est hyper important. De toute façon, c'est une hérésie, c'est une connerie de première de vouloir... Moi, j'ai été élevé à la viande tous les jours. J'ai pas oublié d'où je viens. Et c'est une connerie de première. Vous en mangez pas de la viande tous les jours, vous, Hugo Desnoyers? D'accord. Bien sûr que non. Vous en mangez combien de fois par semaine? 3-4 fois. D'accord. 4-5 fois, voilà. Il y a quand même 7 jours dans la semaine. Et vous, Luc Le Sénécal, vous aimez la viande? J'aime vraiment vous la êtes un viandard. Mais je suis un viandard. Voilà, il y a de belles races normandes, mais bien sûr du poisson. Enfin, c'est un équilibre. Mais en fait, quand on choisit quelque chose, il faut que ça soit parfait. On va pas faire une côte de bœuf tous les jours, tous les week-ends. Mais quand j'en fais une, je fais ça, c'est très beau ce que tu dis, parce que c'est exactement ça le truc. Je préfère, moi, c'est pareil, pour un beau poisson, un bar ou un turbo, je préfère mettre le prix et aller chez un très bon poissonnier, je sais que ça va être un produit hyper qualitatif, et me faire plaisir. Exactement. Que de me dire, je vais manger 3 turbotins, ils servent à rien, quoi. Et je pense que les nouveaux consommateurs sont dans cette démarche-là. Un œuf, c'est... Est-ce que, par exemple, vous pensez que, par exemple, toute cette vague de véganisme là dont on entend parler, c'est aussi parce que les gens ont été effrayés par cette surconsommation et finalement, il faudrait les réadapter, les rééduquer à cette consommation de viande? Ils ont perdu un plaisir immense parce qu'ils ont été écœurés, surtout. Je pense qu'il y a eu ces années de grandes surfaces, de gros volumes de viande vendue à des prix ridicules. Ils ont été écœurés. Mais j'en ai beaucoup avec qui et qui viennent chez vous finalement. J'en ai beaucoup. J'ai même des véganes qui viennent de temps en temps se faire plaisir chez moi. Ah ouais, donc c'est pas des vrais véganes. Mais tu vois, ils arrivent à revenir, à se refaire, à se redonner le plaisir. Et vous communiquez beaucoup là-dessus aussi, sur ce retour aux valeurs essentielles, à cette volonté justement de s'acheter un pull qui dure. Oui, de tricoter des matières naturelles.
Et je pense que le sens du consommateur, il veut savoir où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, circuit court. Bien sûr. Je crois que c'est une valeur qui nous réunit et qui réunit nos deux métiers. Et alors, mettre à l'honneur ces métiers, que ce soit les maîtres d'art, les artisans, etc., c'est aussi mettre à l'honneur la France et son cœur battant. Finalement, il y a bien une exception française, vous êtes d'accord? Il y a une exception française. Le label Entreprise du patrimoine vivant, il y a une similitude un petit peu avec un label au Japon. Ouais. Mais le but, c'est de le démocratiser, quoi. Ouais, je mettrai un petit bémol parce que j'ai connu les deux, et vous allez voir où j'arrive, c'est que c'était un gage de qualité et les jeunes nous suivaient, notamment dans la boucherie. On a eu, vous parliez de Valérie Solvit qui a fait beaucoup pour l'école de la boucherie également. Et là, il y a un creux qui revient dans le domaine de l'apprentissage. Moi, ça m'effraie un peu, bien sûr. Vous avez des problèmes de recrutement? Ouais, même la boutique des Noyers passait des annonces dans tout l'ouest de la France, avec Ouest France, je ne vais pas le citer. Et c'est la première fois de ma vie que je me retrouve avec personne qui appelle. Alors, on fait un appel aux auditeurs de Sud Radio, chez les jeunes qui cherchent des postes d'apprentissage. Il y en a à pourvoir chez Hugo Desnoyers. Non, mais voilà, également à Saint-Germain. Ou même carrément des embauches. Je trouve ça bizarre qu'on n'arrive pas, justement, parce qu'on est quand même un pays où on sait très bien qu'on a 5, 6, 7 millions de personnes qui sont en train de se tourner les pouces tous les matins. Comment ça se fait que tout d'un coup, ils ne se réveillent pas en se disant je vais aller bosser? La société entretient beaucoup de monde et puis malheureusement, il y a des entreprises... Vous pensez que c'est le système qui fait ça, Hugo Desnoyers? Pour moi, en grande partie, oui. Ouais. Et vous êtes d'accord avec ça, Luc Le Sénécal? Oui, alors, en Normandie, particulièrement dans le département de la Manche, on a un des taux de chômage le plus faible en France. D'accord. Et il y a aussi d'autres entreprises... dans d'autres métiers, mais un petit peu similaires. La maroquinerie, vous avez des grands noms qui sont installés, qui ont des sites de production. Donc, il y a aussi une petite concurrence locale qui est saine. Mais moi, je rêve à ce qu'il y ait des écoles de formation. Mais nous, on peut embaucher 30 personnes, on peut les former. Mais ce qu'il faut, c'est aussi que les régions s'adaptent, parce que on peut faire déménager, on peut faire déménager une famille, c'est pas rien. Donc il faut aussi que la région ou le département ou la commune, il y a l'école, s'il y a des aides à avoir, c'est là qu'elles sont nécessaires. Voilà, on n'est pas des chasseurs de primes. Nous, on se débrouille dans les entreprises. Mais il faut aussi, quand une famille se déplace, il faut qu'il y ait une école, des moyens de transport, des loisirs. Voilà, je pense que les gens sont prêts à bouger, mais pas dans n'importe quelle condition. Je discutais avec l'ancien ministre, M. Jean Arthuis, tout à l'heure, et il m'expliquait qu'il est en train de lancer un truc que je trouve génial, puisque ça rejoint ce que je fais avec mes Japonais, mes Américains. C'est ça s'appelle... Voilà, ça va me revenir. Ça va revenir. Et en fait, l'idée principale, c'est de délocaliser pendant 3 mois des jeunes apprentis, par exemple un Français qui irait à Londres, et celui de Londres viendrait prendre 3 mois prendre sa place en France. D'accord. Et il a pour réussi exporter à signer les savoir-faire, en fait. C'est génial. Il a réussi à se faire signer 43 CFA dans l'Europe. Ah, bravo. C'est super. Mais c'est magique. Et sortir de son petit confort, justement, un jeune, et lui offrir cette expérience, moi, je trouve ça génial. Et bien sûr, je suis un des premiers à valider et à lui ouvrir les portes de la maison. Quoi. Bravo. Merci à vous d'écouter cet excellent sur Sud Radio pour cette spéciale savoir-faire. Restez avec nous. On revient pour la dernière partie de l'émission avec Hugo Desnoyers et Luc Le Sénécal. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, et c'est excellent. Il nous reste encore un quart d'heure ensemble avec 2 représentants, chacun dans son secteur de l'excellence française. J'ai nommé Hugo Desnoyers, le roi des bouchers, et Luc Le Sénécal, le patron des métiers d'art, président des tricots Saint-James. Alors, Luc Le Sénécal, on a parlé des collabs que vous avez orchestrés pour Saint-James. Et je voulais aussi raconter aux auditeurs la belle idée que vous avez eue en devenant producteur de masques pendant la pandémie, j'ai vu ça. Idée qui vous a valu la Légion d'honneur, d'ailleurs, oui. Pour investissement dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. On imagine que c'est une idée qui vous a permis de continuer à subsister, à faire fonctionner l'usine, à continuer à payer vos employés correctement, comme on le disait, etc. Et qui, en même temps, vous a fait être en première ligne, finalement, pendant cette pandémie. Écoutez, le lendemain de la déclaration du président de la République, on s'est retrouvé le lendemain avec des ateliers vides. J'ai eu un petit coup de déprime. Et oui, c'était même angoissant. Il faut voilà. Et au fait, j'ai un ami chirurgien et épidémiologiste à côté. Et je lui ai passé un coup de fil pour plus prendre des informations sur le Covid, parce qu'on était envahi d'informations, mais on savait pas trop ce qui était vrai ou faux, etc.
Et puis dans la conversation, je lui dis, moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il me dit, mais vous pourriez pas faire des masques? C'était le tout début. Je lui dis, des masques, on ne sait pas faire. Il me dit, écoute, si tu veux, je débarque. Donc il est venu avec son collègue épidémiologiste et on a bricolé un masque avec mon directeur technique, avec mes équipes et puis avec eux. On a composé un masque et ils ont dit, vous nous en faites 50, on le teste dans l'hôpital. Et on revient dans 2 jours. Ils sont venus dans 2 jours. Ils disent c'est parfait, on peut respirer. On pense qu'ils ont pris des mesures. Ils étaient protecteurs. Et vous avez cartonné parce que forcément le Made in France. Du coup, on a été les premiers homologués en France avec et on a un produit. Et on a eu une autre idée où on a tricoté les masques sous forme un peu comme de rideaux avec trois épaisseurs. Et on les a fait monter à domicile chez nos 300 salariés. Sur la base du volontariat. Le télétravail, mais le télétravail payé, avec ses mains. Mais payé, c'est-à-dire on a maintenu leur salaire. Génial. Ils étaient volontaires, mais c'était pas bénévole. C'était voilà. Et donc on leur a confectionné une espèce de ciseaux pour les découper, et puis on a inventé un petit outil pour monter les. Et pendant 3 semaines, 1 mois, ils ont monté les masques à domicile et génial. Tous les 2 jours ils venaient, etc. Pas de pétrole en France. Voilà. On a des idées. Et c'était une. Voilà. Donc c'était une très belle réactivité qui a permis de maintenir l'entreprise. Alors les 15 premiers jours, on les a donnés parce qu'il fallait dépanner tout le monde. Donc nous on savait pas qui trop dépanner, donc on a tout donné au centre d'Avranches, l'hospitalier, qui lui a refait un dispatching. Et puis après l'État nous a pas réquisitionné, mais il nous a dit il y a des entreprises prioritaires qui doivent fonctionner, l'énergie, voilà. Donc on a fourni l'État, les collectivités, voilà. J'étais chanceux, moi j'étais commerce essentiel. Commerce essentiel. Ah oui, c'est ça, c'était ma question d'après. Vous êtes resté. Avant j'étais boucher, et en fait vu la queue que j'avais tous les jours, on est devenu banquier. Je sais pas pourquoi. Parce que vous étiez le seul moment agréable de la journée pour tous ces gens qui étaient enfermés chez eux aussi, a priori. Ouais, c'est vrai que vous allez beaucoup faire les courses les jours à ce moment-là. Nous, par contre, on en a. Vous avez cartonné, quoi. Ça a été lourd et dur pendant les 9 grosses premières semaines. Ça a été très très dur. En termes de population, de demande, etc. En termes de demande, Et comment vous avez fait alors justement? Parce qu'il a fallu aller chercher de la viande très rapidement, je suppose. Non, ça moi j'ai la chance. Non, moi j'ai ce qu'il faut. J'ai toujours une avance assez importante parce que moi je mature entre 4 et 6 semaines, pas de souci. J'ai un roulement. Donc on a pu absorber le volume. Oui, parce que vous les faites maturer d'abord chez vos éleveurs. Dans l'abattoir avec qui je travaille, bien sûr. D'accord. Et donc je me suis retrouvé même un samedi avec 8 livreurs. Un truc de fou. D'accord. Et on arrivait. Ça a été pire que Noël, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été une. Oui. Voilà. Nous aussi, l'entreprise n'a jamais été aussi bien gardée. Je pense que si on avait produit des lingots d'or, on recevait des virements la nuit sur nos comptes pour commander des masques, mais on ne savait pas qui. Parce qu'entre le nom de la marque, des sociétés, etc., c'était... Non, mais c'était une super idée. Mais s'adapter finalement, et puis surtout de maintenir les emplois. Surtout pendant les 15 premiers jours de fournir gratuitement les hôpitaux, parce qu'ils étaient dans il y avait une demande, un besoin essentiel. Et alors vous, Hugo Desnoyers, comment ça s'est passé? Ça a permis de remplacer justement les chefs qui vous commandaais plus, puisque leur restaurant était fermé, on imagine. Oui, alors chez nous, c'est à peine 20% du chiffre d'affaires. C'est pas non plus. Moi, je fais gentiment. Je sais pas, je développe pas la restauration pour fournir les chefs pour faire du. Vous le faites que sur justement j'aime la relation. Les choix humaine. Précis, quoi. Voilà. Donc quand ça se passe bien, ça se passe bien. Puis on s'arrête là. Quand ça se passe mal, vaut mieux pas. J'ai trop de travail pour pouvoir assumer ceux avec qui ça se passe pas bien. Bon, on va changer un peu de sujet pour parler de votre implication à tous les deux. Alors, par exemple, vous, Hugo Desnoyers, un grand boucher, on l'a dit, ça se démarque par sa qualité, par la découpe des produits qu'il choisit, mais pas que. Le secret de la réussite pour vous, c'est l'acharnement finalement, parce que votre route, il a été dur. Vous avez une forme de dévotion à votre métier finalement. Alors, moi, je vais être clair et assez simple dans la réponse. Moi, je viens de rien, j'avais faim et j'ai bossé. C'est ça, faut avoir la dalle, excusez-moi le terme. La vie est bête, putain, tu bosses, t'as envie, t'as faim. Vous trouvez un truc qui vous plaît et vous y allez. Vous trouvez un truc qui te plaît, puis l'ascenseur social, ça marche. Ça marche tout seul. Et puis, grâce à mon métier, faut être engagé vraiment. Grâce à l'école, je remercierai jamais assez l'école qui m'a appris à écrire, à compter, à lire. Et pendant 4 ans, à apprendre l'anglais scolaire. Sauf au lycée. Mais pendant 4 ans, grâce à cet anglais scolaire, j'ai réussi à aller dans le monde entier. Et à faire du business et à prendre du plaisir. D'accord. Donc voilà, tout simplement.
T'as faim, tu bosses, faut y aller, ça marche. Et si il y a des lois qui c'est seraient plus bien d'être compliqué, revues, du genre 35 heures, des conneries comme ça. Oui, vous pensez Vous pensez que c'est une bêtise, les 35 heures? C'est une grosse bêtise, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font 2 fois 35 heures la semaine, c'est mieux. Ça devait créer de l'emploi, et finalement... et ça coûte un peu plus cher aussi, du coup. Ça coûte bien, ouais. Non, ouais, voilà, non. Il faudrait démocratiser un peu tout ça, selon vous. En fait. Non, mais voilà, je répète, les jeunes, moi, je trouve qu'il y a des exemples qui sont donnés aujourd'hui à cette société, à la télé, des trucs à la con. Je parle avec des mots un peu durs et un peu vulgaires, excusez-moi, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est, voilà, moi j'ai été élevé dans cette envie, tu bosses et ça marche, quoi. Voilà. Non, la vie, c'est le boulot, quoi. Et le plaisir de le faire. Et puis après, tu fais tes choix, tu prends ton destin en main. Et c'est ça l'excellence aussi, finalement. Ça, après, c'est vrai que j'ai de la chance de tomber dans une voie qui, pour moi, est royale et c'était mon truc, il n'y a pas photo, mais... Oui, puis vous avez été bien accompagné, Hugo Desnoyers aussi, ça aide. C'est-à-dire vous avez des gens, des mentors qui vous ont accompagné, des gens qui vous ont aidé. Et d'ailleurs, c'est un peu la clé du succès aussi, d'avoir des gens comme ça qui nous emmènent sur la route. Exactement. Luc Le Sénécal, est-ce qu'on peut nommer chez vous, pour vous décrire en fait, pour décrire votre parcours finalement, juste la passion du savoir-faire et de l'excellence, c'est ce qui vous décrit le mieux, quoi. C'est quel que soit le secteur d'implication finalement. Oui, c'est la passion du métier, la passion du savoir-faire, mais c'est aussi le travail d'équipe. J'aime bien entraîner toute une équipe, parce que Saint-Jean, j'en suis le président, mais on est 300 et tout le monde apporte quelque chose. C'est un peu une grande famille professionnelle. C'est une grande famille professionnelle. Moi j'en ai 30, 300 ça pèse. Oui, on est... la relation elle est déjà... Oui, mais moi j'ai la chance d'avoir aussi un associé qui est plutôt sur le back-office et qui me permet, moi, d'être plus sur le front-office. C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, quand on a repris l'entreprise, je voulais être 2. Voilà, parce que c'est effectivement 300 personnes, c'est lourd. Et j'aime bien cette notion de transmission. Transmettre. Voilà. Mais je partage à 100% votre avis. Il y a tellement de métiers, il y a tellement de possibilités de s'épanouir en France, parce qu'on a la chance un petit peu de voyager, donc on voit ce qui se passe ailleurs, mais surtout avec tout le monde peut trouver toute la largesse des produits que l'on a en France. Tu parlais du poisson, du fromage, des vins. Je sais pas, on peut trouver sa voix dans beaucoup de domaines et reconnue, et à l'international on est demandé. Mais la première valeur, c'est la valeur travail. C'est la valeur travail. Le lien est créé ce soir. Moi, j'ai plus rien à faire. Je vous laisse continuer l'émission. On n'a pas. Moi, j'ai pas hérité d'une fortune pour. La journée est longue quand t'as pas la passion. Quand tu te lèves le matin et que t'aimes pas ce que tu fais, la journée est longue. Ouais, c'est vrai, Hugo Desnoyers. Alors, on va en arriver à la dernière question de cette émission, que j'aime beaucoup parce que les réactions sont assez sympathiques en général. On va commencer par vous, Hugo Desnoyers. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, petit garçon? Que dirait l'adulte? Qu'il y a des conneries que je ne referai pas dans ma vie, ça c'est sûr. Des grosses bêtises. Mais quand vous lui parlez au petit, là, vous lui dites fais attention à pas ça, etc. Je sais pas. Qu'est-ce que dirait l'adulte? Je regrette rien, moi j'ai fait un bon chemin, je suis heureux et j'ai encore plein de projets. C'est ce dont vous aviez envie, petit garçon, ou pas? C'est plus que ce que j'en ai rêvé, ça c'est sûr. Parce que donc ça va aller, vous lui diriez quoi en fait. Ouais, bien sûr, ça va aller, t'inquiète pas. Vous étiez inquiet, petit garçon ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez jamais été inquiet en fait. À l'époque, j'en avais pas confiance. D'accord. Je voyais pas un psy. Et vous préparez un nouveau livre de recettes. Avec First Edition, comme ça, c'est des beaux cartons. Voilà, qui va sortir bientôt. Et puis il y a une belle collaboration avec Monoprix également. Bon, à venir. Et Luc Le Sénécal, vous, qu'est-ce que vous lui diriez, vous adulte, à cet enfant que vous étiez? Question très difficile, parce que ça fait un peu... Quand on n'est pas préparé, moi, je suis plus tourné vers les 10 ans qui viennent que vers le passé. Non, moi j'ai eu la chance, et je remercierai mes parents. Mon père était vétérinaire, vétérinaire rural. D'accord. Et j'ai vu mon père travailler du lundi au samedi soir, et un dimanche sur 2, se lever la nuit pour les vélages. Et je l'ai connu comme ça jusqu'à l'âge... La société a changé quand j'avais 10 ans, dans les années 73. Je suis né en 63, dans les années 75, où il a commencé à prendre un 3e associé, de travailler qu'un week-end sur 3. Et voilà. Et j'ai toujours vu mon père travailler. Et du côté de ma mère... elle travaillait aussi. Et mon grand-père aussi. Mon grand-père était agriculteur.
Après, il s'oriente. Les valeurs de travail importantes. Voilà, les valeurs du travail. Et le plus beau, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, et la plus belle valeur, c'est pas l'héritage, c'est pas l'argent, c'est l'éducation avec la valeur travail. L'élévation, voilà, la valeur travail. Bon. On peut partir dans... On ne sait toujours pas ce que vous lui diriez au petit garçon, Luc Le Sénécal. On n'a toujours pas compris ce que vous diriez à ce petit garçon de 5 ans. Moi, je ne lâche pas, non. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? Où est-ce que vous vous voyez quand vous étiez enfant, Luc Le Sénécal? Moi, je me voyais vétérinaire. D'accord, aussi. D'accord. Voilà. Et au fait, je pense que je me voyais vétérinaire pour l'image de mon père. Vous aviez envie d'être papa, quoi. Et au fait, maintenant, je ne regrette pas d'avoir pris une autre orientation. Voilà. Donc, après, Judith, si tu veux, on peut se mettre en position horizontale pour s'exprimer. C'est un peu l'idée ici, vous savez. On est là pour se raconter dans cet excellent. Et c'était excellent, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Hugo Desnoyers, Luc Le Sénécal. Alors, vous pouvez, chers auditeurs, retrouver Hugo Desnoyers, sa boucherie et table restaurant dans le 16e, 28 rue du Docteur Blanche. La boucherie du 14e, c'est au 45 rue Boulard. Votre nouveau restaurant dans le 17e, c'est quoi l'adresse? C'est pas un restaurant, c'est au 106 avenue des Terres, l'épicerie fine et viande et cave à vin. Et bientôt, par contre, début d'année prochaine, nouvelle boucherie-restaurant dans le 17e à côté de la rue Poncelet. Magnifique, on adore, bravo. C'est sur quelle enseigne, l'épicerie fine Hugo, sans cisterne. Hugo, sans cisterne, voilà. Luc Le Sénécal, toutes les boutiques Saint-James sont à retrouver, puis son savoir-faire aussi, sur fr.saint-james, Saint-James, JAMES.auditeurs.com. Vous avez autre chose à dire? Vous avez envie de nous transmettre une petite info avant qu'on raccroche? Non, j'espère que tout le monde va sortir de cette crise, voilà, et que les valeurs qui sont nées, il y en a beaucoup de belles valeurs qui sont nées parce que pendant la période Covid, les gens ont réfléchi, et que ça soit pas un coup d'épée dans l'eau, que ces vraies valeurs de la jeune génération se perpétuent. Et ça sera le mot de la fin. Mieux. Voilà. Merci beaucoup. L'éco-responsabilité. C'est excellent, vous revient la semaine prochaine les copains, et entre-temps vous pouvez tout réécouter sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux. Bien le bonsoir au réalisateur du jour Bastien Malric, et merci à Antoine Mazer, Méloane Rock, mon cerveau, côté droit, et aux équipes de Sud Radio aussi évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.